rappelles Spawn? Tu crois pas qu'on a un peu dépassé notre quota cette année pour les séries qui sont géniales à leur début et puis périclitent de manière insupportable ensuite? Mais il faut parler de Spawn! Pourquoi? Les premières images de la série sont époustouflantes et la mise en scène de la saison 1 est parfaite, mais la saison 2 ne se montre pas à la hauteur des promesses de la 1, et à partir de la 3ème saison, ça devient carrément n'importe quoi. Certes, mais... Et toutes saisons confondues, cette série se rend coupable de choix de mise en scène malheureux, clairement inspirés par la volonté de passer pour une série plus intelligente qu'elle n'est, et c'est le genre de choix qui nous font détester les séries comme Young Justice ou les comics Gargoyle. J'admets, mais cependant... Et là, c'est d'autant plus énervant que ça n'avait pas besoin de se faire passer pour une série intelligente. Ça aurait pu être une série intelligente. Sauf que le choix esthétique de départ a imposé un rythme super lent qui aurait exigé soit de garder une intrigue de fond relativement simple, soit de l'étaler sur bien plus que 18 épisodes. Bon, n'empêche... Et même indépendamment de ça, le rythme trouve moyen d'être mauvais d'une manière totalement inattendue, en ralentissant à mort l'arc de la saison 2 par des anecdotes relativement intéressantes mais qui font stagner l'intrigue principale, et amène du coup à rusher tous les nouveaux éléments hyper intéressants qui ont attendu la saison 3 pour qu'on daigne les introduire. Bon, c'est tout? Et puis c'est pas toujours bien dessiné. Oh, ça c'est rien. Full Metal Alchemist 2003 aussi, ça pouvait être très inégal d'un épisode sur l'autre, la qualité graphique. En outre, certaines bizarreries du dessin sont clairement là dans le but d'introduire un malaise. À moins que tu parles du fait qu'il y ait parfois des erreurs de raccord. Mais bon, c'est quand même pas plus flagrant que ça. Ce qui est flagrant, c'est les images recyclées. Et elles sont pas plus gênantes que dans Code Lyoko. La plupart du temps, c'est bien dessiné, et quand c'est bien dessiné, ça ne l'est pas qu'un peu. C'est pas juste beau, c'est beau! Dans un style qui n'est pas sans rappeler l'animation japonaise, mais avec un chara-design de type Batman, la série animée. Oui, il se trouve qu'Eric Radomski a participé aussi à cette série. Et Shirley Walker également. Pour les musiques. On y reviendra. Pour le reste, oui, tu as raison, le rythme de cette série est très mauvais. Et c'est clair que si elle devient carrément mauvaise dans sa saison 3, c'est parce qu'elle a péché par orgueil. Mais le fait est que cet orgueil n'est pas complètement infondé. En effet, les idées fondatrices sont bonnes, mais elles sont sabotées par la mise en scène. Non, Godzilla, ça c'est une série dont les idées fondatrices sont bonnes et sabotées par la mise en scène. Spawn, c'est plutôt comme Scooby-Doo Mystère Associé. Les idées de base sont bonnes, mais la série ne s'est pas contentée d'avoir de bonnes idées de base, elle a mis au service de ces idées de base une mise en scène principalement orientée sur les sbroufs. Et autant Mystère Associé arrive à ne jamais chuter quand elle se prend les pieds dans son riche costume de scène, autant Spawn chute et ne s'en relève pas. Mais le fait est que c'est devenu mauvais à cause de partis pris de base qui étaient risqués, mais ont été rentables un moment avant de conduire la série à sa perte. C'est pourquoi, à l'instar des Animaux du Bois de Katsu, Spawn, c'est sans doute pas la meilleure série dont on ait parlé dans cette émission, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. La comparaison avec les Animaux du Bois de Katsu est pertinente. Les éléments qui rendent la dernière saison insupportable sont effectivement ceux qui ont rendu la saison 1 passionnante. Non plus, c'est pas du tout le même cas de figure. Enfin, ce que tu dis est vrai, mais faux. La série Spawn ne devient pas mauvaise en renonçant à l'ingrédient qui faisait de ses qualités des qualités. Elle ne renonce à rien et ne change pas. On introduit plus de détails concernant son univers, certes, mais ces détails ne modifient pas son esthétique de base et n'ont aucune raison de transformer ce qui était plaisant en défaut. Jusqu'au bout, la série reste sur ses choix de départ. Rythme lent, dialogue philosophico-contemplatif, héros atypique et panthéon riche. Ces choix de départ, elle a fini par ne plus arriver à les gérer sur le long terme parce que c'était des choix difficiles à gérer. Ce n'est pas déshonorant de perdre un pari risqué, surtout quand on a été si près de le réussir. C'est peut-être à la rigueur déshonorant de tenter ce pari risqué. Mais la saison 1 étant là pour montrer ce qu'aurait été le résultat si ça avait marché, ce qu'on retiendra de l'expérience, c'est l'audace du parieur. Ok, je ne nie pas que si ça devient mauvais, c'est le revers de choix artistiques qui ont rendu le début bon, et je ne nie pas que c'est la plupart du temps d'une valeur esthétique incontestable. Cependant, on a renoncé à chroniquer des séries qui avaient tout autant de qualité, mais dont la fin nous a dégoûtés. Qu'est-ce que celle-là a de différent? Les intros de Todd McFarlane en début d'épisode. Non, je rigole. La vérité, c'est que la fin ne nous a pas dégoûtés. Elle nous a frustrés, d'une part parce qu'elle est ouverte, ensuite parce que les éléments qui en font l'intérêt ont été complètement rushés. Mais c'est quand même la conclusion qu'on attendait à cette série. On la voulait plus détaillée, plus développée, plus claire sur ce vers quoi elle ouvrait, mais on voulait bien cette fin-là. Cependant, tu as raison, ça ne suffirait sans doute pas à ce que j'insiste autant pour qu'on chronique cette série si elle n'avait pas un truc en plus qui en fait quelque chose d'unique. Ce truc en plus, c'est son héros Spawn. C'est un concept totalement casse-pipe. S'il n'en existe qu'un comme ça, c'est pour une bonne raison, mais c'est tout de même une bonne chose que le concept ait été tenté. A priori, ce concept est juste le concept de l'anti-héros, mais dans le cas de Spawn, ça va beaucoup plus loin. Ça va être dur de résumer. Plus exactement, si on vous parle d'un héros avec un système de valeurs inversé, ça ne rendra pas justice au caractère complètement inattendu de ce qu'est Spawn. Le mieux
peut-être commencer par résumer la situation de départ. Dans une rue sombre d'un quartier délabré de New York, 2 journalistes sont censés rencontrer un indique qui a un scoop à leur vendre concernant un puissant politicien. Évidemment, indique et journalistes sont violemment interpellés et massacrés par une bande de mafiosos alliés du politicien en question. Leur incartade est interrompue par une mystérieuse créature en cape rouge qui a l'air de pas supporter qu'on se batte en sa présence et s'empresse de massacrer les assaillants. Très violemment. Oui, on n'a pas pensé à vous prévenir, ce n'est vraiment pas une série animée pour les enfants. Original pour un dessin animé sérieux occidental. Malheureusement, au cours de la bagarre, un incendie se déclenche, provoquant une crise d'angoisse chez la créature et la mort de la dernière victime encore en vie, mais de toute façon, il ne semble pas que l'objectif de la créature était de la sauver. Il ne semble pas que la créature ait un objectif d'ailleurs. Elle réalise qu'elle vient de se réveiller et ne se souvient de rien à part le visage d'une femme, un prénom associé à ce visage, Vanda, le sentiment d'être revenu de quelque part pour la retrouver, et ce à quoi est censé ressembler son propre visage. C'est-à-dire pas du tout ce à quoi il ressemble maintenant. Cette créature, c'est Spawn, le rejeton de l'enfer, choisi parmi les humains pour être le soldat le plus gradé de l'armée du diable. Un démon déguisé en clown vient lui expliquer en termes bien crus de quoi il retourne. Il était un agent secret spécialisé dans l'assassinat, qui a été doublé et assassiné par son patron, et une fois en enfer, il a fait un pacte avec le diable pour pouvoir ressusciter et revoir sa femme. Bien sûr, le diable n'a pas pris la peine de lui préciser qu'il reviendrait dans l'état où il est mort, c'est-à-dire complètement brûlé, et 5 ans après sa mort, ce qui a laissé le temps à sa femme de se consoler et trouver un autre mari. Un narrateur vient nous expliquer comment tout ça est la procédure habituelle pour créer un spawn. Le renvoyer sur Terre dans un état de détresse psychologique assez intense pour qu'il puisse être facilement manipulable. À première vue, le rôle d'un spawn est avant tout de répandre la mort et la destruction autour de lui, plongeant ainsi l'humanité dans la peur et le désespoir propice pour la faire passer du côté obscur, et fauchant au passage des âmes malfaisantes pour les transformer en démons et grossir les armées de l'enfer. Ça, c'est son rôle officiel. Officieusement, il y a un deuxième but lié à l'accomplissement d'une prophétie. Moi, c'est pas forcément très intéressant à raconter en détail. Cette histoire de prophétie est sortie brutalement du chapeau à la saison 3, tout comme un tas d'autres choses, et c'est pas que l'idée soit inintéressante, c'est qu'on pouvait bien s'en passer si c'était pour la rusher à ce point. Pour laisser la surprise à ceux qui voudraient voir la saison 3 quand même, disons pour faire simple qu'un spawn est créé tous les 400 ans pour défendre les couleurs de l'enfer dans la grande lutte du bien contre le mal pour conquérir le monde des humains, et l'action de l'un d'entre eux devrait finir par déterminer la victoire finale d'un des camps. Pas forcément le sien. Peu importe en quoi consiste cette action, vous verrez bien, le plus important, c'est que notre spawn n'est pas forcément l'instrument de la victoire de son camp. En fait, même pour sa mission de répandre la mort et la destruction, il semble important que le spawn le fasse parce qu'il le choisit, pas parce qu'on l'y force. Tant qu'il n'a pas clairement choisi d'être un démon, il ne l'est pas encore. D'où l'intérêt de le renvoyer sur Terre avec une mémoire presque complètement effacée et sans le moindre espoir de pouvoir faire quoi que ce soit d'intéressant de sa nouvelle vie. Les profondeurs du désespoir dans lesquelles il se débat sont censées le pousser à choisir la voie du mal. Ce coup-ci, l'élu a été Hal Simmons. Il a le profil qu'il faut, il a été soldat d'élite et assassin pour le gouvernement pendant des années, il a fait un pacte avec le diable pour ressusciter et voir sa femme, mais maintenant que c'est fait, il ne peut pas la voir, non seulement parce qu'il a un visage difforme, mais parce qu'elle s'est recasée avec son meilleur ami. Tous les ingrédients sont rassemblés pour qu'il choisisse de faire son boulot de spawn. Mais il ne choisit pas. À la place, il s'assoit et il ne fait rien. De toute la série. C'est une façon de parler, bien sûr. Évidemment que quand des criminels viennent criminaler sur son terrain, ça le dérange, alors il ne peut pas s'empêcher d'intervenir avec force brutalité. Évidemment que quand il est en train d'épier sa femme et qu'il constate qu'elle s'attire des ennuis, ce qui arrive assez souvent, il ne peut pas s'empêcher d'intervenir pour la défendre. Mais ça ne constitue jamais un choix définitif entre le bien et le mal. Spawn, c'est l'histoire d'un type apathique qui doit choisir un camp et n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il est trop écrasé par sa dépression. Il est vraiment passif, il fait pas juste semblant. Jusqu'à la fin, ce n'est ni un héros, ni un anti-héros, ni un méchant, c'est un clochard avec des kalachnikovs. Un clochard parce que les seules personnes avec qui il interagit, à part le démon habillé en clown qui est censé le coacher dans son passage du côté obscur, sont les clochards du quartier qui ne sont pas spécialement ravis de voir ce fou furieux ultra-violent massacrer des gens et attirer la police dans leur rue, d'autant qu'il peut se retourner contre eux à tout moment, mais ne le rejettent pas parce qu'ils ont trop l'habitude d'être rejetés eux-mêmes pour rejeter qui que ce soit dans le besoin. Avec des kalachnikovs parce que même s'il a constaté qu'il a des super pouvoirs, ça rassure Hal d'avoir des kalash, alors il va en voler à son ancienne armurerie. Dire qu'il ne choisit pas est une exagération. À l'instar de l'humanité dans cet univers, qui est tellement à mi-chemin entre le bien et le mal qu'en des siècles de lutte, ni le paradis ni l'enfer n'a réussi à en revendiquer la propriété, il penche parfois d'un côté ou de l'autre. Mais ça ne semble pas clarifier ses idées sur ce qu'il veut faire. Il faut qu'il soit complètement décidé à être gentil ou méchant pour perdre définitivement ou regagner son âme. Et cette décision, il ne la prend qu'à la toute dernière seconde du tout dernier épisode. C'est donc son apathie qui définit le personnage.
Autant vous dire que la série est plus descriptive que narrative, et qu'en dépit des scènes ultra violentes qu'elle peut contenir, toute sa mise en scène sera orientée poésie contemplative. Ce qui est intéressant parce que ça permet d'explorer à fond l'esthétique de l'angoisse et de l'horreur, avec un soin qui, comme on disait, n'est pas sans rappeler les grands classiques de l'animation japonaise, comme Jinro, la Brigade des Loups. En tout cas, les choix de mise en scène semblent vraiment viser le style animé japonais sombre. L'action est lente, et même si on ne peut pas nier qu'il y a un vrai scénario, celui-ci n'est pas ce sur quoi la série se focalise, contrairement à, on va dire, Diabolique. Le scénario est un accessoire au service de l'esthétique, au lieu que l'esthétique soit un accessoire au service du scénario, comme dans FMA 2003 ou Fantôme 2040. C'est bien pour ça que la série cesse de marcher dès que le scénario se complexifie. Bon, ça me semble pas une fatalité. On aurait sans doute pu complexifier le scénario et garder le focus sur l'esthétique horreur, mais ça aurait impliqué de faire vraiment beaucoup d'épisodes, quitte à jouer les FMA Brotherhood et passer 4 épisodes dans l'estomac de Gluttony. Autant le fait que l'action stagne m'a profondément saoulé dans Brotherhood, autant ça ne m'aurait pas choqué dans Spawn, parce que la série a installé dès le départ qu'elle n'était pas tant une histoire qu'une galerie d'images belles et terrifiantes, à base d'hémoglobine et de visages déformés par la souffrance. C'est vrai que l'image est le vecteur essentiel de ce que la série cherche à véhiculer, quoi que ce soit. On a dit qu'on y reviendrait, nous y voilà. C'est dans le plus simple appareil du point de vue sonore. Je ne suis pas mort, bon sang. Je ne suis pas là-dessous. Au début, les guerriers tentent de nier ce qu'ils sont devenus. Toujours à l'affût d'une étincelle de vérité pour les sortir de leur cauchemar. On se demande bien pourquoi quelqu'un, fût-ce Shirley Walker, est crédité pour les musiques. Car de la musique, il n'y en a quasiment pas. C'est un défi que s'impose la série, véhiculer des émotions sans musique. Une image ne suffirait pas en elle-même. Si l'émotion est véhiculée, c'est parce que les situations présentées sont réellement émouvantes, sur le fond, sans poudre aux yeux. La poudre aux yeux est utilisée pour le côté cérébral de la série, pas pour son côté émotionnel. Ça a beau parler de pacte avec le diable, ça sonne juste. On croit réellement à la détresse des personnages, et on ressent toute l'horreur des situations. On les vit réellement avec les personnages, sans avoir besoin d'un support musical pour nous aider à compatir. Et la narration pourvoit malgré tout à combler le manque général d'emphase. Mais tu as raison, la sobriété musicale est sans doute là pour rendre les visuels de la série encore plus marquants. Un des trucs qui font que les situations touchent même sans poudre aux yeux, c'est que, comme dans les animaux du bois de Katsu, le malheur peut frapper de manière totalement gratuite. Au cours d'une bagarre, des SDF peuvent se faire écraser par un pan de mur qui s'écroule sans que ça serve strictement à rien, à part insister sur le fait que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Dans Justice League Gods and Monsters, la violence sert toujours un propos général. Pas dans Spawn. Dans Spawn, elle fait partie de l'ambiance. Non, pas de l'ambiance, du propos. Les événements qui se passent à l'écran sont secondaires par rapport à l'imagerie véhiculée, mais la série a tout de même un propos, ou du moins un sujet. Le caractère extrêmement contrasté de l'humanité et l'impossibilité pour le paradis ou l'enfer d'en revendiquer la propriété exclusive tant il y a de tout parmi les humains. Il y a des gens comme Vanda, l'ex-femme de Spawn, qui se préoccupent sincèrement de la veuve et de l'orphelin et mènent des combats qu'il peut paraître absurde de mener dans un monde où des clochards meurent chaque nuit inutilement. Et il y a des gens qui tuent à tour de bras d'une façon absolument désinvolte qu'ils parviendraient presque à nous faire accepter comme normal s'il n'y avait pas des personnages comme Vanda qui ne trouvent pas ça normal. Vanda n'est pas la seule à être un personnage positif. Les deux policiers le sont aussi, mais là où Vanda, avocate de son état, incarne un idéalisme qui la pousse à se mettre régulièrement en danger pour pouvoir inculper les méchants, les deux policiers sont blasés, mais déterminés à faire de leur mieux dans la mesure du possible pour limiter le nombre de morts et punir les coupables. Et parmi les personnages négatifs, il y a ceux qui sont carrément complètement fous, ceux qui commettent des crimes de raison pour protéger leurs arrières, et tout un tas de nuances entre ces deux cas de figure. Au milieu de tout ça, le groupe de SDF constitue une espèce de noyau neutre qui ne peut être ni gentil ni méchant, trop occupé à survivre. Autant dire que c'est le milieu idéal pour éviter à Spawn de décider s'il veut servir l'enfer ou lui échapper. Du coup, on en revient à Spawn, qui ne choisit pas entre le bien et le mal parce que tout l'enjeu de l'histoire est qu'il choisisse entre le bien et le mal. Cette absence de choix sera une règle immuable de cette série. Contrairement à Vash the Stampede qui finit par utiliser son flingue, Spawn ne se déparera jamais de son apathie. Du coup, contrairement à Vash the Stampede, il ne cessera jamais d'être le type de personnage principal complètement atypique et original qu'il est au départ. J'ai dit que ce concept de héros était le truc en plus qui permettait à cette série d'être un classique qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. J'ai dit également que si le concept n'avait jamais été tenté avant et ne sera plus jamais tenté ensuite, c'était pour une bonne raison. Un héros purement apathique qui refuse d'agir, ce n'est pas viable sur le long terme. On se dit qu'il y a forcément un moment où il va commencer à agir et où la vraie histoire va commencer, mais ce sera pas le cas, parce que c'est ça la vraie histoire. Et pour le meilleur ou pour le pire, ça tient jusqu'au bout.
Tu parlais de Trigun et de vaches de Stampede. Le coup du héros très puissant mais complètement non violent qui se débrouille pour résoudre les situations sans avoir à se battre semblait beaucoup plus facile à faire durer toute une série que ne l'est le coup du héros très puissant qui reste assis dans son coin et ne fait rien. Pourtant, Trigun a renoncé à son parti pris au bout de quelques épisodes et Spawn s'est obstiné dedans jusqu'au bout. Ok, la série est courte mais quand même. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça surprend. On attend de Spawn qu'il soit un héros ou un anti-héros ou un méchant, enfin qu'il soit quelque chose et qu'il fasse quelque chose parce qu'il a fait un pacte avec le diable et parce qu'il a un costume de super-héros. Mais non, le spectateur doit oublier que c'est un fantôme avec une grande cape rouge pour accepter que c'est juste un SDF qui passe le plus clair de son temps assis dans une ruelle à ne rien faire et à ne pas se mêler de ce qui se passe autour de lui parce que c'est normal pour un SDF. D'ailleurs, la série en profite pour montrer, par le biais de figurants, et de manière totalement crue et sans romanesque, ce que c'est qu'un SDF. Un SDF, ça n'a pas de projet à long terme, ça n'a pas de système de valeur et ça n'a pas d'ambition. Un SDF, ça essaie juste de rester en vie jusqu'au jour suivant, si tant est que la vie d'un SDF soit vraiment une vie. Spawn et ses voisins de rue ne sont préoccupés que par l'éventualité d'une agression extérieure et de la cessation de leur existence, et leur pensée ne va pas plus loin. C'est en ce sens que la situation de Spawn est similaire à celle des SDF, et qu'on peut considérer que ce qu'il est principalement, c'est un clochard. Ce sentiment est renforcé par le fait que certes, Al Simmons était quelqu'un d'actif et d'important dans sa vie, mais que dans cet univers, tous les SDF étaient des gens importants et actifs avant de devenir SDF. Il s'appelle Jeff Stevens. Avant de sombrer, il était directeur technique chez Spacecam. À ceci près que Spawn, contrairement à ses voisins de rue, a des super pouvoirs. Il est immortel, il se régénère quand il est blessé, il passe à travers les murs, il a des chaînes nébulaires dont il se sert assez bien pour ne pas avoir besoin de ses kalachnikovs, sa cape lui donne la possibilité de prendre une autre apparence. Bon, ce ne sont pas des pouvoirs illimités, quand il les utilise trop, il s'épuise et doit se reposer. Mais il reste tout de même assez puissant pour se sortir de pas mal de situations. S'il reste dans sa rue, c'est parce qu'il le veut bien. En fait, Spawn n'est pas un clochard, c'est une âme en peine. Il dort parce qu'il en a envie, ne mange pas, ne souffre pas du froid et peut entrer où il veut quand il veut. Il pourrait très bien aller hanter une maison. Il pourrait très bien prendre une identité civile et réintégrer la société humaine. Au lieu de ça, il préfère rester dans la rue où il est apparu, parce qu'il est trop confus pour en sortir, et peut-être même trop confus pour être encore considéré comme une personne dotée de personnalité. D'ailleurs, sa grande cape rouge, ce n'est pas une cape, c'est un linceul. Et son costume, ce n'est pas un costume, c'est sa peau. Il peut enlever son masque quand il veut. Il ne l'enlève pas, il le déchire, et ça repousse systématiquement. Quoi qu'il en soit, même en admettant que Spawn sert de prétexte pour parler du fait d'être un SDF, ça n'a pas vocation à être un message d'ordre sociologique, puisque le fait d'être SDF sert de prétexte pour mettre en valeur l'ambivalence de l'humanité. Spawn ne reste un clochard que parce qu'il refuse de se choisir un camp, donc une maison. On a dit que Spawn penchait parfois d'un côté ou d'un autre, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il laisse échapper malgré lui un sens des valeurs un peu particulier. Le type de spectacle qui va le pousser à sortir de son apathie et à intervenir, c'est parfois surprenant. Des SDF se font violer et massacrer, il attendra que les victimes soient mortes pour faire payer les criminels. Par contre, un policier qui abuse de son autorité, ça le fait sortir de ses gonds tout de suite. Pourquoi les hommes de pouvoir abusent-ils de leur autorité? Spawn considère que l'abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre est plus intolérable que les vrais crimes de vrais criminels. C'est plus dérangeant. Un criminel, ça criminel, c'est normal, c'est dans l'ordre naturel des choses. Un policier, c'est censé protéger et servir. S'il ne le fait pas, ça fait désordre, c'est gênant, ça attire l'attention, ça empêche de réfléchir. Bon, c'est mon interprétation, mais s'il a ce genre de réaction, ça n'a pas l'air d'être véritablement par conviction philosophique, mais par réflexe. Ok, mais du coup, il fait 2 poids 2 mesures, c'est pas très juste. C'est pas complètement la voie du côté obscur non plus, le raisonnement se défend. De temps en temps, Spawn fait une action réellement bonne, comme sauver l'otage au lieu de tuer le criminel, et dans ces cas-là, c'est clairement un réflexe. Ça prouve qu'il n'est pas complètement mauvais. D'autres fois, il n'intervient pas alors qu'il aurait l'occasion de sauver l'otage. Ça prouve qu'il n'est pas bon non plus. Bref, il penche parfois d'un côté, parfois de l'autre, et ne se dépare jamais de son ambivalence. On a vaguement parlé du fait qu'il y avait des intros de Todd McFarlane au début de chaque épisode. Todd McFarlane, l'auteur des BD et du dessin animé pour ceux qui savent pas. Ses intros ne sont pas commodes à comprendre parce qu'il a un accent difficile à suivre, mais elles sont parfois assez rigolotes. But he made his deal with the devil, and now the dominoes are already crashing down. And he's got nobody to blame but himself. And me. I'm Todd McFarlane, and I created Spawn. Bref, dans une de ses intros, Todd McFarlane explique que la preuve que Spawn est ambivalent, c'est qu'il a choisi le pacte avec le diable par amour. Bah, ça me paraît idiot. Le désir de revoir sa femme est compréhensible, mais c'est pas un acte altruiste. On sait au final assez peu quel genre de type était Al Simmons. Les deux seules personnes qu'on entend réellement en parler sont le démon à tête de clown et Vanda, et aucun des deux n'a de raison d'être complètement objectif. Mais effectivement, pour devenir tueur professionnel, fût-ce au service du gouvernement, il faut pas être quelqu'un de sympa. Ce qui le rend ambivalent, c'est le fait qu'il veuille sauver l'enfant que sa femme a eu avec un autre,
ou qu'il ait le réflexe de sauver le petit garçon pris en otage par un poseur de bombes alors qu'il avait choisi de ne pas le faire quand il y réfléchissait 2 secondes. Tu aurais pu lui venir en aide, mais tu l'as pas fait. Pourquoi? Il n'a pas demandé d'aide. Il est muet. C'est son problème, pas le mien. On peut pas faire 18 épisodes sur un type qui doit choisir entre le bien et le mal sans présenter un peu ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Comme on a dit, présenter ce qu'est le bien est principalement le rôle de Wanda, mais c'est également le rôle de son mari, Terry, et des 2 policiers qui enquêtent sur les cadavres laissés dans les rues par Spawn. Le mal est représenté par le démon à tête de clown. Oui, il a un nom d'après les wikis spécialisés, mais comme celui-ci n'est jamais dit dans la série, on se contentera de l'appeler le démon à tête de clown. Le mal est représenté par ce démon à tête de clown, mais il est surtout incarné par les multiples et très divers criminels qu'il va se débrouiller pour mettre sur le chemin de Spawn, afin que celui-ci les tue et les transforme en démons au service de l'enfer. Il y a aussi des personnages dont on n'est pas complètement sûr de savoir quel est leur camp, comme ce vieux clochard dont on ne connaîtra l'identité qu'assez tardivement, qui fait la narration et essaye de raisonner Spawn pour qu'il se serve de son libre arbitre pour échapper à l'enfer, et il y a les soldats du ciel envoyés contre Spawn qui vont se révéler assez peu sympathiques pour des anges, ce qui fait qu'on peut difficilement les considérer comme représentants du bien. Ce n'est pas grave, ce sont les humains le sujet de l'histoire, donc c'est plutôt juste que ce soient les humains les personnages dont il faut savoir clairement s'ils sont gentils ou méchants. Comme on a dit, Wanda sert à camper ce que l'humanité a de mieux. Le fait d'être mère lui inspire de se battre pour rendre le monde meilleur afin que sa fille grandisse. Ça se traduit par son investissement dans son travail d'avocate et son intégrité, puisqu'elle ne laisse pas ses sentiments personnels entraver son objectivité, et saura relever les détails louches dans les affaires dont elle s'occupe, même si celle-ci la perturbe beaucoup sur le plan émotionnel. Ça se traduit également par son refus de préférer la sécurité à la justice, car elle n'hésite pas à continuer ses enquêtes au-delà de ce qui est nécessaire pour innocenter son client, afin de démasquer les vrais coupables. Elle est également campée comme une bonne épouse, que ce soit envers son ancien mari ou envers le nouveau Terry. Spawn prend comme une trahison le fait que son ancien meilleur ami ait épousé son ex-femme. Dans ses cauchemars, il fantasme des dialogues entre eux dans lesquels Terry dit qu'il a toujours eu envie de coucher avec Wanda, même du vivant d'Al Simmons, et où Wanda dit qu'elle est bien contente qu'elle soit morte parce qu'elle est bien mieux avec Terry. Mais ces cauchemars ne correspondent à aucune réalité. Wanda et Terry étaient tous deux très sincèrement attachés à Al et c'est la douleur d'avoir perdu le même être cher qui les a rapprochés. Comme on disait précédemment, on ne sait pas quel type d'homme était Al Simmons, mais il est tout de même fort probable que Terry soit un meilleur homme qu'Al ne l'était. Même s'il ne va pas aussi loin dans l'idéalisme que Wanda, il a en commun avec elle une profonde intégrité, qui fait que s'il découvre que le service secret pour lequel il travaille comme administratif verse dans le trafic d'armes, il va tout faire pour démasquer les instigateurs, quitte à courir le risque de se faire assassiner avant d'avoir pu révéler ce qu'il a trouvé. En plus d'être bien pratique pour incarner le camp du bien, Wanda et Terry sont bien pratiques pour obliger Spawn à faire des trucs même s'il en a pas envie. Parce que, comme on vient de le dire, ils n'ont pas peur de se mettre en danger pour défendre ce qu'ils croient être juste. Ce faisant, ils se font des ennemis puissants et ne s'en sortent que parce que Spawn, quand il n'est pas dans la rue à méditer sur l'injustice de son sort, passe son temps à les espionner en méditant sur l'injustice de son sort. Ce qui fait que quand Wanda est agressée, il la sauve parce qu'il est toujours amoureux d'elle. Et quand Terry est agressé, il le sauve parce que même s'il n'a pas encore décidé s'il voulait lui faire la peau pour avoir épousé sa femme, personne ne doit la lui faire à part lui. C'est une des méthodes qui permet à la série d'intégrer Spawn à un scénario sans avoir à le faire sortir de son apathie. Le deuxième se fait via les méchants. Comme on vous a dit dans le résumé, Spawn a commencé sa carrière de mort-vivant en assassinant des sbires de la mafia. Pour entrer un peu plus dans les détails, ces sbires travaillent pour un mafioso puissant, très porté sur la bagatelle et sur le vocabulaire haut en couleur, qui lui-même travaille pour Jason Wynn, au gradé ripou des services secrets gouvernementaux qui ressemble un peu à un mix entre Xanatos de Gargoyles et Ra's al Ghul de Batman, et qui est également l'ex-patron d'Al Simmons et le commanditaire de son assassinat. Ra's al Ghul, Wynn, travaille lui-même pour un sénateur qui couvre ses actions illégales de trafic d'armes et d'artefacts anciens en échange de menus services qui lui permettront d'étouffer les affaires de pédophilie dont son fils, marchand de glace, se rend régulièrement coupable. Vous suivez ? Comme vous voyez, ça nous fait une belle galerie de portraits de salauds en tout genre, mais on va pas s'attarder sur eux parce qu'il vaut mieux vous laisser les découvrir par le biais de la série. Ce serait tout de même bien de s'attarder un peu sur l'assassin que Wynn a engagé pour commettre le meurtre de Al Simmons, et dont la confrontation imminente avec Spawn va être un des enjeux du début de la série. Attention, ça veut pas dire qu'il est important que ça arrive vite, parce que la confrontation se fera attendre le temps qu'il faut, à l'instar de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un événement dans cette série. Mais le personnage sera mis en avant autant qu'il le faudra. Ce tueur, c'est Chapel. Les fans de comics les plus vieux d'entre vous le connaissent surtout comme un personnage de la tristement célèbre série Youngblood, du tristement célèbre Rob Liefeld, figure de proue de cette tendance des comics des années 90 à mettre en scène des anti-héros exagérément musclés comme dans Dragon Ball Z et armés jusqu'aux dents. Le Chapel des comics s'inscrit dans cette tendance,
Mais ça ne transparaîtra pas dans la série, qui je le rappelle est dessinée façon Batman la série animée, et a du coup des chara-design un peu moins grotesques. Chapel est froid, sans scrupules, il obéit à ses employeurs sans poser de questions, et le fait de participer à du trafic d'armes ou de l'élimination de témoins gênants dans des affaires de pédophilie ne lui pose aucun problème de conscience. En privé, il est brutal, et a visiblement été traumatisé par la guerre du Vietnam. Quelque part, il est censé nous montrer ce qu'était Al Simmons avant d'être tué. Mais si Al Simmons a été tué, c'est parce qu'il était beaucoup moins corruptible que Chapel, et qu'il n'aurait pas accepté de participer aux magouilles de son patron. On est obligé de supposer qu'Al Simmons était quelque part entre Chapel et Terry. S'attarder sur ces deux-là permet de faire exister Al Simmons sans avoir recours à des flashbacks que la série, vu sa lenteur, n'a pas le temps de caser en abondance. Les deux derniers personnages à présenter, ce sont les deux policiers. Sam Burke et Max Williams dit Twitch. Comme on a déjà un peu dit, ils servent à incarner une autre partie du camp du bien que celle incarnée par Wanda. Contrairement à elle, ils ne sont pas idéalistes, ils ne croient pas pouvoir changer le monde, et ils estiment que leur mission est avant tout de limiter la casse et de neutraliser les criminels les plus dangereux. Du coup, même s'ils n'hésitent pas à mettre les pieds où il ne faut pas quand leur enquête les y entraîne, ils n'iront pas autant que Wanda ruer dans les brancards et bouleverser l'ordre établi. En conséquence, leur rôle dans la série sera pendant longtemps d'être le cœur antique, qui fait le point sur ce qui se passe, résume la situation, les tenants et les aboutissants, les conséquences plausibles des événements en cours, et les réflexions philosophico-poétiques que cette situation inspire. Ce qui ne les empêche pas de mener leur enquête avec suffisamment de sérieux pour que ça embête Jason Wynn. La dynamique de leur duo et la façon dont ils fonctionnent est assez surprenante. De base, à cause de leur chara-design et du fait que Sam est clairement le chef et Twitch le subalterne, on s'attend à ce que Sam soit un policier un peu brutal et vulgaire, mais un enquêteur redoutable et incorruptible, et que Twitch soit son Watson un peu bêta, là uniquement pour lui donner la réplique. Il se révèle assez vite que celui des deux qui a une capacité déductive hors du commun, c'est Twitch. Mais Sam n'est pas pour autant en reste, puisque lui est suffisamment fin psychologue pour déterminer à quel point il peut se fier au témoignage de la personne qu'il a en face de lui. Il est sincèrement attaché à son partenaire et peut se montrer très redoutable quand on s'en prend à lui. S'il se retrouve à prendre la tête des opérations, c'est moins parce qu'il s'estime supérieur à Twitch que parce que Twitch a un caractère plus passif et moins proactif. Ce qui ne veut pas dire que Twitch ne prendra jamais d'initiative. S'il a l'impression d'être sur une piste, mais n'en est pas encore assez sûr pour parler de ses découvertes à son partenaire, il la poursuivra de son côté. Ces deux policiers se débrouillent pour ressembler autant que possible à tous les clichés qu'on peut avoir en tête de personnages types de séries policières et les détourner tous. Ils mériteraient une série à eux tout seuls. D'ailleurs, ils ont fini effectivement par avoir leur propre série. Non, pas celle-là, une série en comics. Quitte à présenter quelques personnages, autant ne pas se contenter de parler des humains normaux. Aux côtés de Spawn, dans les rues, il y a deux créatures fantastiques qui le tannent pour qu'il quitte sa passivité et commence à devenir un protagoniste dans sa propre histoire. On vous a parlé du démon à tête de clown, enfin qui a une tête de clown la plupart du temps, mais qui au naturel ressemble à ça. Sur le papier, il est censé coacher Spawn dans son rôle de Spawn et veiller à ce qu'il fasse son boulot. Dans les faits, il lui explique jamais en quoi consiste ce putain de boulot et préfère se lancer dans des délires lyriques métaphysico-poétiques qui sont bien écrits, mais ne donne aucune information pratique dont Spawn pourrait se servir pour comprendre ce qu'il est et le choix qu'il doit faire. Tu as l'uniforme, l'attitude, alors jette-toi à l'eau! C'est-à-dire? Tu es un soldat du diable! La terre va brûler! Tu tiens l'allumette! Quand il ne se contente pas de tourmenter Spawn de la manière la moins délicate et la plus grotesque possible. Si belle, douce, délicieuse Wanda! Je te le dis, Spawny. Elle est vraiment bonne cette... Tu es à deux doigts de te retrouver avec ton pénis dans la bouche. C'est d'accord, mais si tu m'embrasses avant... Ce clown est à l'image de la série. Il est vulgaire pour le plaisir d'être vulgaire, violent pour le plaisir d'être violent, en toute gratuité, sans que ça serve un objectif quelconque, sauf à entretenir Spawn dans ce sentiment de confusion qui l'empêche de prendre la décision de devenir un héros au lieu d'une engeance du mal. Il n'est pas le grand patron de l'enfer. Ce rôle est tenu par un certain Malbolgia, dont on nous parle tout le temps mais qu'on ne rencontrera jamais. Si nous avons bien compris, dans les comics, ce n'est qu'un démon parmi d'autres, mais dans la série, on parle de lui comme du diable en personne. Bref, le clown sera le seul émissaire de l'enfer à apparaître dans la série. Face à lui, il y a ce vieil homme, à première vue un SDF parmi les autres, mais dont on comprend très vite qu'il est plus que ça, ne serait-ce que parce que c'est lui qui fait les narrations et nous explique comment se passe habituellement l'arrivée d'un Spawn sur Terre. Il semble en savoir beaucoup, et sur le statut de Spawn, et sur la lutte cachée entre le paradis et l'enfer, et surtout c'est lui qui nous apprend que Spawn a encore le choix et peut encore échapper à son pacte avec le diable et retrouver son âme. On ne va pas vous nommer ce vieil homme, puisque les détails le concernant ne commenceront à être révélés que relativement tard. En tout cas, même s'il daigne donner des consignes à Spawn de façon plus précise que ne le fait le clown, il est assez avare de détails aussi. Et ça n'a rien de surprenant que Spawn ne pipe mot de ce que lui disent ses deux conseillers. Il est sans doute indispensable au rituel de le maintenir dans un certain degré de confusion, et qu'il fasse son choix par pur instinct, afin que ce choix soit aussi sincère que possible. C'est pas très clair. En tout cas, le clown et le vieil homme sont respectivement l'ange de l'épaule gauche et l'ange de l'épaule droite pour Spawn.
C'est en écoutant l'un ou l'autre qu'il choisira son camp. Au vu de ces quelques descriptions de personnages, vous constatez que, bien que l'objectif principal de la série soit d'être esthétique, il y a quand même un scénario. En fait, il y en a deux, tous les deux plus ou moins indépendants du dilemme personnel de Spawn, mais dans lesquels Spawn pourrait faire toute la différence s'il se décidait à s'en mêler. D'un côté, il y a l'intrigue des humains, avec l'enquête de Wanda et Thierry sur les affaires louches impliquant Jason Wynn et ses associés, enquête qui va déclencher des représailles et attirer l'attention de Sam et Twitch. Ensuite, il y a le contexte mystique de la lutte entre l'enfer et le paradis qui a lui aussi ses champions, et visiblement toute une organisation destinée à remporter la bataille contre le Spawn quand celui-ci se décidera enfin à agir en Spawn. C'est ce deuxième axe qui fait plus ou moins échouer la fin de la série, en l'enrichissant de plus de détails qu'il ne lui reste de temps pour les traiter. Pour être plus précis sur la structure de la série, elle se divise en 3 parties de 6 épisodes chacune. La première se contente de mettre en place la situation et les codes de la série, de présenter les personnages et l'esthétique, et marche super bien. L'expérience Spawn, c'est avant tout l'expérience de cette première partie. La deuxième fait stagner les deux intrigues, celle des humains et celle des forces mystiques, pour mettre en scène des anecdotes impliquant Spawn, ce qui permet de l'observer, de voir ce qui le pousse à agir, ce qui l'empêche de prendre des décisions, et de représenter son état émotionnel dans les moindres détails. Dans la troisième partie, les deux intrigues redémarrent et s'emballent. Tout un tas d'événements se produisent, tout un tas d'éléments sont introduits à l'arrache, et finalement, la conclusion arrive brusquement. Dans les moments de la série où ça fonctionne parce qu'il y a un bon équilibre entre le fantasmagorique et le concret. L'enquête policière sur fond d'intrigue politique prend autant de place que l'intrigue de l'enfer et du paradis. Malgré le style impressionniste, c'est pas comme Batman Arkham Asylum, la BD, où les effets stylistiques dissimulent un scénario excessivement simple. Le scénario de Spawn a une densité appréciable et ne se contente pas d'être un conte zen morbide. Partant de cette ambition-là, il allait être difficile de la rendre compatible avec le parti pris d'une mise en scène lente et morbide. Et c'est en soi impressionnant que ça ait réussi à l'être pendant au moins 6 épisodes. 12. Le problème de la deuxième partie n'a rien à voir avec le problème de la troisième. Dans la deuxième partie, on fait stagner les deux intrigues dans le but de s'attarder sur l'étude de Spawn. C'était quelque chose sur laquelle il fallait effectivement s'attarder. Mais choisir de le faire pendant 6 épisodes entiers, c'est peut-être un peu trop. Mais si ensuite la série avait repris son rythme de croisière, prenant le temps qu'il faut pour introduire chaque nouvel élément de scénario, et pour le traiter avec l'attention qu'il faut plutôt que de nous frustrer en rushant en 4e vitesse les choses qui promettaient d'être intéressantes, cette pause n'aurait vraiment pas été plus gênante que ça. On s'en serait rappelé après coup, comme du passage où la série se dispense d'être une histoire pour être avant tout un état d'esprit. Non, le seul vrai péché de cette série est de rusher toute son intrigue dans sa troisième partie, au lieu de tout simplement renoncer à avoir autant d'intrigues, vu qu'elle n'a pas assez d'épisodes pour la traiter. En un sens, cette série est assez comparable à l'anime Hellsing. Le premier, pas les OAV qui ont été faits ensuite et suivent davantage l'intrigue du manga. Pourquoi? Le côté sombre, le héros ultra-violent soumis à un pacte qui lui impose d'intervenir dans les affaires humaines? Le côté froid et glacial? Hellsing, l'anime, a un début très intéressant sur le plan artistique et scénaristique, puis arrivé à la phase où l'adaptation animée a rattrapé la publication du manga et a dû improviser sa propre intrigue à la façon de Fullmetal Alchemist 2003, l'histoire ne sait plus quoi faire d'elle-même, amorce des choses, ne sait pas comment aller au bout et finit en queue de poisson. Mais dans le cas d'Hellsing, on sait pourquoi c'est comme ça. L'anime avait rattrapé le manga et devait improviser sa propre intrigue. La série animée Spawn a été faite après la publication des comics dont elle est adaptée. On n'a pas lu les comics en question et c'est difficile de dire à quel point la série leur est fidèle d'après les résumés de Wikipédia. En admettant qu'elle le soit raisonnablement, de deux choses l'une. Soit les éléments du troisième arc sont tout aussi rushés dans le comic. Et là, à la rigueur, on peut envisager que ça passe mieux sur support écrit. Soit Todd McFarlane s'attendait à pouvoir faire une série bien plus longue et Dementi a essayé de caser le plus de choses possibles de sa BD dans la dernière saison. Quelle qu'en soit la raison, il aurait sans doute mieux valu accepter d'avoir une série animée avec une intrigue moins riche que celle de la BD et garder un bon équilibre entre l'avancée du scénario et les scènes poétiques et contemplatives. Oui, ça aurait mieux valu, mais ce n'est pas ce qui s'est fait, et le résultat c'est que nous avons une série qui commence super bien, qui stagne un peu dans son milieu, et déçoit profondément dans sa dernière partie, ce qui est vraiment dommage. Pour autant, rien que la première partie justifie que cette série existe, et à la rigueur, si vous souhaitez n'en regarder que les 6 premiers épisodes, il constitue un tout assez appréciable, dont on peut se contenter. Avant de conclure, il y a tout de même un détail que j'aimerais bien évoquer. Les jouets Todd McFarlane ? Oui. Comme on a dit, la série n'est pas pour les enfants. Les créateurs se sont lâchés à fond, tant sur la violence que sur le sexe et sur la vulgarité. À ce stade, ça n'a même pas d'intérêt esthétique, ils se sont juste amusés à mettre autant de grossièreté qu'ils voulaient, juste sous prétexte qu'ils pouvaient le faire. Ça rend parfois les dialogues très drôles d'ailleurs. Tu laisses le cul et même les couilles. Tu fais ce que tu veux, mais tu le rends heureux. Je comprends. On a la queue coincée dans la braguette dans cette affaire. On n'a pas besoin d'emmerde avec Rome. Enfin, personne parle comme ça en vrai, à part s'il sait être regardé par les téléspectateurs et prend plaisir à choisir la manière de s'exprimer la plus vulgaire pour pouvoir choquer. Toujours est-il que, bien que la série ne soit pas destinée à la jeunesse, Todd McFarlane a lancé sa gamme de jouets de collection dessus.
bien avant que le concept de jouets de collection à destination des adultes ne fasse son chemin dans les esprits. Autant dire que le public cible de ces jouets a été quelque peu mal cerné à leur sortie. Cette fois, on a fait le tour. Spawn est une série complètement atypique, sans doute parce qu'elle est adaptée d'un comic lui-même atypique. Elle se gâte vers sa fin, mais de la même façon que Chris Colorado se rétame dans ses 4 derniers épisodes. Si c'est plus difficile à digérer dans le cas de Spawn, c'est que cette chute occupe un tiers de la série et intervient après un moment de stagnation qui augmente la frustration. On retiendra cependant de l'ensemble une qualité artistique incontestable et une originalité qui fait que la série mérite qu'on s'en souvienne. Je t'aime, Vanda. Il n'y a plus de docteur à guérir. Il est 100% lézard maintenant. J'ai récupéré les images de la caméra interne d'Overkill. Rome voudra la tête de Tony pour tout ça. Votre fils ne manque pas de courage et il a du cœur. Je vais finir d'aider Kurt à s'installer. Nous parlerons de tout ça ce soir. Il est grand temps de passer à l'action. Ce n'est pas un défilé de mode, mais un défilé de mauvais goût. Ces robes sont les plus affreuses qu'il m'ait été donné de voir. C'est une honte. Pour moi, le lien qui unissait ces macabées. D'abord, on va m'acheter des beignets. Est-ce que tu vas faire ce qui est juste ou rester assis à broyer du noir? Juste, écoutez ce que je fais des projets de contrat que vous m'adressez. Alors, c'est ça le terrible MacLeod. Mes noms sont multiples, mais à présent on me nomme... Je ne suis pas votre ennemi, pas plus que celui de Charles. Je sais, tu as grandi, mais n'arrête jamais de rêver, c'est promis?